cargo donc, est devenu, vous le savez, un peu plus populaire au fil des années dans les zones urbaines en raison donc, de capacité à offrir une alternative écologique et efficace aux véhicules motorisés pour le transport de personnes, de plus en plus donc pour le transport de biens, on va en parler dans un instant. Le vélo cargo donc, s'impose désormais comme la mobilité du dernier kilomètre, voire du dernier mètre dans les livraisons urbaines. Il s'intègre de plus en plus facilement aujourd'hui dans la chaîne logistique et transport et est un peu plus accepté par le monde du transport. On va également en parler dans quelques instants. Comme nous le verrons, le vélo cargo s'est professionnalisé et une filière se constitue peu à peu avec l'appui des industriels, de l'utilitaire également du poids lourd, on le verra avec Renault Trucks. Il reste beaucoup à faire, notamment en mettre en place un cadre réglementaire quasi inexistant aujourd'hui. On le voit donc, le vélo cargo évolue vite, il présente une remarquable adaptabilité, peut-être personnalisée également pour satisfaire les exigences plus particulières pour les opérations logistiques. Alors pour en parler, je vous le disais donc, nos invités. Thomas Chénu, fondateur de Vufbax, on va commencer par vous. Tenez, on va donner un exemple de société. Expliquez-nous, donc vous êtes plutôt dans le cycle. Présentez-nous en quelques mots votre société, ce que vous faites, également le type de colis ou de marchandises que vous transportez. Très bien, bonjour à tous. Donc, Thomas Chénu, je suis fondateur de Vufbike, qui est une marque donc, de vélo cargo assistance électrique, qui adresse donc tous les besoins et tous les métiers des professionnels urbains, donc du transport de colis jusqu'au transport de froid actif, en passant par du transport de matériel, de déchets, de personnes. Nous existons depuis maintenant 9 ans, 2014, que nous évoluons donc, dans cet écosystème de vélo cargo, et nous avons une approche assez singulière, puisque avant d'être constructeur de vélo cargo, on était cyclo-logisticien. Donc on proposait des services de collecte de déchets auprès des restaurateurs. Et donc ce service, on l'opérait avec des vélos cargo. Et parce qu'il y avait une absence de solution de mobilité, donc de vélo cargo qui était vraiment taillé pour l'usage intensif de professionnels, on s'est mis donc à travailler sur un sujet, sur un projet de vélo cargo. Et donc on a créé la marque Vufbike. Comment vous est venu, c'est ce qui serait intéressant d'écouter, comment vous est venu l'idée de créer cette société? C'est plus le cycle, le vélo, tout ce qui est logistique en urbain, ou, enfin bien sûr l'écologie, c'est évident. Donc on avait déjà un attrait, j'avais un attrait sur le marché du vélo cargo. Effectivement, le marché du vélo cargo était quand même assez tracté par le B2C. On voyait énormément de pays qui se développaient et d'acteurs sur ce marché, voilà, avec des besoins qui étaient adressés de transport d'enfants, de courses pour les particuliers, mais rien sur le marché du professionnel. Et effectivement, quand on est un citadin, on se rend compte que les problématiques urbaines et les centres-villes qui deviennent de plus en plus compliqués en termes d'accès, on se rend compte que le professionnel, malheureusement, est l'un des indicateurs, en tout cas l'un des perturbateurs de notre circulation. Et donc, étant donné qu'il n'y avait rien du tout sur le marché, encore une fois, il y avait vraiment un marché d'opportunités, un concept de vélo cargo en tout cas à créer pour leur permettre d'opérer leur activité sans générer de problématiques au niveau de l'accessibilité, mais également en termes d'écologie également. Ouais. Donc rappelons, quels sont vos clients, qu'est-ce que vous transportez? Donc aujourd'hui, nos principaux clients sont... Alors, notre principal client aujourd'hui est La Poste. Donc on a eu la chance de remporter un marché, une consultation. Donc on déploie des vélos cargo auprès des facteurs français. Il y a plus d'une centaine de villes aujourd'hui qui sont équipées de nos vélos cargo, donc des facteurs qui roulent avec nos vélos. Et également voilà, d'autres cibles de clients donc dans le monde du e-commerce, effectivement avec Amazon. Je ne sais pas si on est l'une des plus grosses flottes de vélos cargo qui est déployée chez Amazon, mais en tout cas on en a quelques-uns. Et bien entendu, on a d'autres secteurs du type des collectivités, du secteur des HPA, hôtellerie de plein air également. Donc tous les professionnels qui ont aujourd'hui, qui roulent avec des véhicules utilitaires et qui ont des velléités à passer du vélo cargo, ben voilà, on se propose les vélos cargo aujourd'hui est l'alternative idéale et la plus cohérente aux véhicules utilitaires. Donc on s'est positionné sur ce segment-là. Et
Et clairement, le vélo cargo VUF, en tout cas, il y a eu l'itération, hein, ça fait 9 ans qu'on y est, de 2014 à 2017. Donc on a eu ce projet de service de collecte de déchets. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même un marché industriel, en tout cas un produit à proposer. Et donc on s'est dit qu'il fallait proposer un produit qui soit à la fois bien sûr taillé pour cet usage de transport de poids et de volume, modulable avec différents types de caisses pour qu'on puisse adresser tous ces métiers. Et c'est surtout un vélo qui devait aussi s'adresser aux utilisateurs, ces utilisateurs qui roulent pendant 8 heures par jour sur le vélo, qui descendent et qui montent plus de 300 fois. Donc ce côté humain était hyper important. Donc c'est des vélos qui ont été quand même co-développés avec des ergothérapeutes et puis validés aussi par les ergots de chez La Poste. Il y avait aussi une problématique sur la robustesse, la solidité de nos vélos, parce qu'on répond à des cas d'usage, encore une fois, très intensifs, très sévérisés. Et donc, il a fallu travailler sur un cadre, un châssis, des composants qui puissent accepter ces usages peu consciencieux, quelquefois, de la part des utilisateurs. On fait partie des rares vélos triporteurs à être certifiés DIN 79010, mais je vous épargne les détails, mais en gros, c'est la norme la plus avancée qui encadre les vélos cargo et clairement en fait qui permet, en fait, on est un peu ceinture bretelle, mais on a dépassé les standards de cette norme. On a fait un x5 sur cette norme, donc aujourd'hui on est considéré comme un vélo qui est réellement adapté aux professionnels urbains. Alors Thomas, on est sur un salon du véhicule industriel et également du transport routier. Il y a beaucoup d'entreprises de transport. Quand on a préparé cette conférence, vous vous êtes défini comme une société de logistique du dernier kilomètre, plutôt comme une entreprise de transport, non ? Pardon, je sais pas. Quand on a préparé cette conférence, vous vous êtes défini comme une société de logistique du dernier kilomètre. Ce serait pas plus une entreprise, société de transport ? VUF Bike ? Oui. On est une marque, on est un constructeur de vélos cargo, et on adresse nos vélos cargo auprès de sociétés qui font des services de livraison. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? C'est un cadre réglementaire, on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie. Ce qui manque aujourd'hui, alors le cadre réglementaire existe, tout simplement, il s'appelle le code de la route. Les vélos assistance électrique, pour qu'ils soient acceptés sur les pistes cyclables, les voies de bus et se garer sur les trottoirs, tout simplement, il y a une réglementation qui s'intéresse plus particulièrement à la motorisation. Donc il faut une motorisation de 250 watts. Donc elle est connue de tous. On est tous responsables par rapport à ça. Il n'y a pas de cacophonie ou en tout cas de malentendu. Aujourd'hui, vous faites arrêter sur une piste cyclable avec un défaut d'homologation, vous allez en prison, vous prenez une amende. Donc sur le marché, quand vous êtes un constructeur, vous regardez les moteurs qui respectent cette réglementation NF 1594. Vous prenez ces moteurs qui respectent donc cette réglementation et vous équipez votre vélo avec ce type de motorisation-là. Et puis, à partir de ce moment, vous pouvez rouler sur les pistes cyclables. Aujourd'hui, effectivement, on travaille avec les boîtes à vélo sur le sujet. D'autres syndicats, Lyon Sport et Cycle, la FUB, il y a quand même pas mal d'acteurs aujourd'hui qui travaillent sur ce cadre. Effectivement, il a à travailler, il a à spécifier parce que les vélos cargo se déploient un peu plus. Il y a une typologie de vélo cargo qui est très différente. C'est encadré. Je pense qu'en tout cas sur la motorisation, ça a été décidé au niveau européen et c'est une réglementation européenne, donc je ne pense pas qu'on puisse y revenir. En tout cas, aujourd'hui, ça peut évoluer. Elle peut évoluer. Aujourd'hui, nous, on fonctionne avec des moteurs de 250 watts et je pense après, je laisserai Jean-Louis avec La Poste et puis également Amazon nous expliquer réellement si cette motorisation, en tout cas ces puissances, nécessitent à être réévaluées. Il n'y a aucun problème, en tout cas pour les acteurs du vélo cargo, de faire évoluer cette motorisation. C'est juste une question de sécurité aujourd'hui. Quand on met sur les pistes cyclables des vélos cargo qui ont des PTAC de plus de 500 kg, c'est clairement... On va y revenir tout à l'heure. Alors justement, exemple très concret avec Jean-Louis Carrasco, vous êtes donc directeur de la logistique urbaine de La Poste. Alors je crois que vous êtes lancé dans le vélo cargo il y a à peu près 3 ans. Vous étiez un peu réticent, un peu plus. Vous étiez réticent au départ ?
Pas du tout. En fait, Enfin, avant, plutôt. quand j'ai pris la responsabilité, déjà la Poste, c'est 17 000 VAE en circulation, en gros. Depuis de nombreuses années, le vélo, culturellement à la Poste, c'est un amour. On a une des plus grandes flottes de véhicules électriques, je pense, d'Europe ou voire au monde, d'un point de vue professionnel. Mais le vélo, on en avait déjà beaucoup. Mais on faisait de l'activité essentiellement courrier. Pour le colis, et vous connaissez tous la marque Colissimo, c'est plus de 500 millions de Colissimo distribués par an, juste en France. On faisait ça essentiellement en camionnette. En gros, de la camionnette. Et même si on faisait des efforts énormes pour transformer nos camionnettes thermiques en camionnettes électriques, demeurait néanmoins. Donc on était bon sur le sujet de la décarbonation, mais pas bon sur la décongestion des centres-villes. Juste pour vous donner un exemple, Colissimo sur Paris intramuros, c'est plus, juste Colissimo, c'était plus de 500, 600 camionnettes par jour qui rentrent et qui ressortent. De l'approche périphérie vers Paris, puis ressortent le soir. Donc c'est juste pour vous donner une masse. Et donc, compte tenu de la réglementation, des difficultés, des mesures adoptées, du jour au lendemain, j'apprends en prenant mon poste que Strasbourg m'appelle au secours un mois de juin, et au mois de septembre, la ZTL de Strasbourg rentrait en vigueur. Et donc, passé 10h30, vous pouviez rentrer que en électrique, et passer 11h ou 11h30, plus qu'en mode doux. Mode doux, vous savez, c'est à pied ou en vélo jusqu'à 250 watts. Après, c'est un engin immatriculé, avec une assurance, un casque, etc. Et donc voilà, dès il y a déjà 4 ans, on a commencé à tester pas mal de produits en se disant comment on va faire, parce qu'effectivement, on ne remplace pas 10 mètres cubes par 1 mètre cube en emport. Et donc derrière, il faut imaginer non seulement un matériel robuste, c'est un outil de travail qui fonctionne, donc ça c'est tout le travail qu'on a avec les fabricants, mais également repenser toute la logistique, parce que derrière, il faut qu'on s'appuie sur des micro-dépôts, ce qu'on appelle chez nous des espaces logistiques urbains en centre-ville, qui nous permettent de faire des réapprovisionnements en cours de journée. Et donc ça, on l'a modélisé. On avait fait une étude d'ailleurs qui avait été récompensée par l'ADEME sur la modélisation des zones complexes en France, et donc sur les 100 plus grandes villes françaises. Voilà, on avait dessiné quelles étaient les zones complexes en France sur lesquelles la cyclo-logistique pouvait être industrialisée. Et c'est ce qu'on a commencé à faire, puisqu'aujourd'hui on est à plus de... Alors ton chiffre me paraissait faible. En tout cas, au global, nous, la Poste, on est à plus de 550 vélos cargo aujourd'hui dans 80-90 villes, centre-ville. On ambitionne d'en mettre 1000 sur le colis. Et maintenant, on s'attaque au facteur courrier, puisque le vélo actuel, avec vous savez, le typique avec les sacoches, en fait, il ne suffit plus en emport, puisqu'on va mutualiser de plus en plus. Et donc, on va sûrement rechercher un vélo cargo un peu plus compact que celui du colis, mais vélo cargo quand même. Et donc, la cyclo-logistique, on va la développer massivement. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes venu, entre autres, au vélo cargo, parce qu'il y a eu une évolution de vos métiers ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a fait des calculs via Catch Business School Bordeaux et qu'on avait soumis à l'ADEME, on avait reçu un prix. On avait su démontrer qu'en transformant nos camionnettes en vélo cargo, mais avec tout le process de tri amont, parce que derrière, les ruptures de charge, il a fallu les travailler, les mises en sac, je crois que tous les grands transporteurs connaissent ça. À chaque fois que vous touchez un colis, il y a une rupture de charge, globalement. Dans la profession, c'est 30-40 centimes d'euros. Vous prenez 30-40 centimes d'euros. Et sur un marché à faible marge, comme celui des transports des marchandises, on est des centimiers. Donc, il faut regarder de près les process. Et donc voilà, à la contrainte du vélo, il a fallu adapter nos processus, notre foncier, notre informatique, nos contenerisations pour pouvoir atteindre une efficacité. Et donc sur Bordeaux, on avait démontré qu'on avait gagné 30% de productivité en plus, un vélo cargo comparé au même boulot en camionnette sur le même temps horaire. C'est énorme. Mais donc avec ces 30% de productivité, on a réussi à compenser les ruptures de charge amont qui sont un peu plus importantes, donc qui vous faisaient un surcoût. Et donc du coup, on est à un équilibre plutôt satisfaisant, voire même super. Et donc ce qui nous a conforté dans le déploiement et de massification. Mais il y a vraiment un réel modèle économique aujourd'hui ? Oui, mais en tenant en compte beaucoup d'aléas. C'est-à-dire ? Tout ce que je viens de vous dire, le tri, le process, la séparation. Il faut de la rigueur, il faut du process, et voilà, il faut tailoriser un peu le truc. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin encore ? Pour nous, oui, c'est la cyclo-logistique, c'est sûr qu'on va la développer dans tous les hyper-centres-villes de France, de Navarre et ailleurs en Europe, puisque la Poste, c'est aussi un groupe européen
à travers nos marques Chronopost, DPD. Et donc en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, on a déjà des vélos cargo. Alors je pense qu'on est les premiers en France à avoir une telle flotte, mais on n'a pas à rougir par rapport aux autres. Revenons au cadre réglementaire, justement, on en parlait il y a un instant avec Thomas. Il manque un cadre réglementaire, puisqu'on le voit, le vélo cargo, plus ça va, mais on en parlera également avec d'autres participants dans un instant. Comment faites-vous avec le cadre réglementaire ? Alors moi, le cadre réglementaire, je m'appelle, enfin c'est pas moi la Poste, mais quand on travaille à la Poste, on se doit respecter ce qui est en vigueur. Enfin, on peut pas s'amuser à braver des choses. Donc on a quand même une éthique et un savoir-être. Et donc nous, il y a le code de la route. Donc un vélo cargo, c'est 2-3 roues maximum. Les 4 roues ne sont pas autorisés à rouler sur les pistes cyclables. Ils doivent aller ailleurs avec les voitures. Donc je sais qu'il y a énormément de vélos cargo en Angleterre à 4 roues, etc. En France, ils ne sont pas autorisés sur les pistes cyclables. Et puis on se conforte à la réglementation européenne sur les puissances moteurs pour être considéré comme un VAE. Et à ces conditions-là, vous évitez d'être immatriculé et vous êtes un vélo. Au-delà, vous n'êtes plus un vélo, vous êtes un speed bike, vous êtes un engin, vous êtes une moto, vous êtes une voiture, un camion, et donc vous êtes immatriculé, une assurance spécifique, porte de casque, et vous roulez avec les voitures à côté. Et en fait, la réglementation, je sais qu'il y a énormément de lobbying en ce moment, on veut la faire évoluer, on veut plus d'emport, on veut plus de poids, etc. Mais que veut-on réellement ? Parce que l'espace public, il faut le partager. C'est-à-dire, si vous allez dans des dimensions incroyables ou des puissances incroyables, le danger, je pense, c'est qu'on revienne en arrière. C'est-à-dire comme il s'est passé avec les trottinettes en free floating. C'est le bazar. Et donc forcément, le coup près va tomber. Donc il faut un peu de... Un vélo doit rester un vélo. Il a ses contraintes. Nous c'était hyper compliqué. Hein. Monter une pente pour sortir d'un sous-sol avec juste 80 ou 100 kilos à l'arrière, au début, c'était une galère. Bon, heureusement, des industriels se sont penchés sur la question, comme des Valeo avec des moteurs plus puissants, tout en gardant la réglementation. Bon, ben voilà, il faut rester. On a aussi un autre sujet là sur la chaîne de froid avec nos amis de Sofregam et Vuf. Hein. On a mis au point un vélo cargo frigo à température dirigée pour la livraison des plateaux repas aux seniors. Vous savez, les petits plats portés. Bon. On ne va pas en emporter 100 000 des plateaux repas dans le vélo cargo. Donc du coup, il faut une logistique amont qui soit repensée, avec un réapprovisionnement en temps réel pour pouvoir faire plusieurs boucles. Oui, parce que vous faites du transport. On fait voilà. Le transport avant tout. Tout à fait. Joy Pasquet, alors Amazon également s'est lancé depuis quelques années, je crois que c'est depuis 2017, et maintenant présent dans plus d'une dizaine d'agglomérations. Alors, bonjour, vous avez établi, je crois, un catalogue avec des normes de sécurité, notamment un cahier des charges, vous allez nous en parler. Amazon s'est lancé avec 3 vélos cargo, et aujourd'hui c'est des centaines, c'est ça ? Enfin des dizaines en tout cas de vélos cargo. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors en effet, chez nous, la cyclo-logistique, ça s'intègre dans notre stratégie de décarbonation. Donc pour ceux qui ne seraient pas au courant, en 2019, on a créé le Climate Pledge, et on s'est donné pour objectif à l'échelle mondiale d'atteindre 0 émission nette de carbone d'ici 2040, soit 10 ans avant les accords de Paris. Bien sûr, les transports occupent une place importante dans cette stratégie de décarbonation. Et en France, nous avons prévu d'investir plus de 250 millions d'euros sur les prochaines années pour cette décarbonation. Et donc ça passe à la fois par le déploiement de vannes électriques, à la fois par le déploiement de livraison piétonne et aussi par le déploiement de livraison à vélo. Donc sur le vélo, en effet, on a commencé en France en 2017 à Strasbourg à toute petite échelle avec seulement 3 vélos. Depuis, on a vraiment changé d'échelle puisqu'aujourd'hui, on a des livraisons à vélo cargo dans plus de 10 agglomérations en France, à Paris, à Lyon aussi, Bordeaux, Toulouse, etc. Cette expansion, elle continue puisque cette semaine, on a aussi annoncé que maintenant, il y avait des livraisons à vélo cargo à Cannes. Donc, on est pleinement investi dans cette expansion cyclo-logistique. Et c'est quelque chose qui nous a fait complètement revoir notre organisation en interne. On a créé des équipes dédiées à cela, à la fois à l'échelle européenne et aussi à l'échelle française. On a créé de nouveaux process. On a créé un cahier de spécifications techniques. Donc voilà, on a vraiment cette collaboration à la fois avec nos transporteurs, mais aussi avec les fabricants, que ce soit avec Vuf ou d'autres,
où concrètement, on s'est posé la question de quelles étaient les typologies de véhicules les plus adaptées à la livraison cyclo-logistique pour nous, que ce soit des tricycles, des quadricycles ou des remorques utilitaires. Donc on a listé des critères de capacité d'emport, des critères d'ergonomie, des critères de sécurité aussi, à la fois pour le livreur et pour les autres usagers de la route. Bien sûr, le respect de normes européennes ou françaises et le respect de la réglementation locale. Donc c'est des choses qu'on regarde de très près, qui nous permettent ensuite de dire à nos transporteurs quel type de véhicules et quels modèles sont compatibles avec nos opérations. Est-ce que vous avez été confronté, en France je parle, pas dans le reste de l'Europe, justement à ce manque de précision dans la réglementation ? Alors en effet, donc, il y a une réglementation de circulation, comme on en parlait tout à l'heure. Mais... Oui, donc bien sûr c'est quelque chose qu'on respecte, mais avec notre présence européenne, on a vraiment une vision globale sur le potentiel que pourrait avoir la cyclo-logistique dans notre secteur. Donc ce dont on s'est rendu compte et qui a aussi très bien été rappelé dans la dernière étude de l'ADEME et de l'association des boîtes à vélo parue en septembre, c'est que la France est le seul pays d'Europe où les quadricycles n'ont pas le droit de circuler sur les pistes cyclables, et ce alors même que les quadricycles sont une typologie qui est très répandue dans les pays voisins. Pour nous, c'est une opportunité de faire évoluer la réglementation pour que la cyclo-logistique prenne toute sa place en France, pour plusieurs raisons. Déjà, bien sûr, pour des raisons de décarbonation. Ça ne poserait pas de problème sur les pistes cyclables, puisque, de manière peut-être contre-intuitive, en moyenne, les quadricycles sont moins larges que des tricycles, ils sont moins longs que des remorques, ils respectent les mêmes limites de vitesse, 25 km/h, que tous les autres vélos à assistance électrique. Il y a aussi des gains en stabilité et en capacité de freinage grâce à cette roue supplémentaire. Et puis il y a vraiment une question de compétitivité française, puisqu'aujourd'hui, à notre connaissance, il n'y a aucun fabricant français qui produise de quadricycles. Et donc c'est vraiment une opportunité pour la France de continuer à développer cette filière cyclo-logistique s'il y avait une évolution qui permette aux quadricycles de circuler sur les pistes cyclables. Alors justement, c'est le grand débat, on en parlera également tout à l'heure, l'aspect réglementaire. Est-ce que justement, en France, par ce manque de précision sur le règlement, ça vous a limité en livraison de colis, en poids Parce que bon, on parlait de la Poste, bon, il y a essentiellement des petits moyens colis, on va dire, mais Amazon, on vous connaît, ça peut aller du petit au plus gros volume. Alors, on a intégré ça dans notre cahier des charges français, qui du coup est un peu différent de celui qu'on a dans les autres pays. Mais en effet, un point important pour nous, je le rappelle, c'est vraiment aussi la capacité d'emport. Ce qui est important pour nous, c'est surtout le volume, pas tant le poids comme ça peut l'être pour d'autres secteurs de la cyclo-logistique, mais vraiment avoir des capacités d'emport de l'ordre de 1,5 à 2 mètres cubes. Donc dans ces cas-là, on a besoin de typologies de véhicules qui sont particulières et qui ensuite nous permettent d'atteindre vraiment une échelle cyclo-logistique très large. Donc les 10 agglomérations dont j'ai parlé, et puis vraiment si on prend l'exemple de Paris, on livre maintenant plus de 2 colis sur 3 de manière décarbonée, soit en van électrique, soit à vélo, soit à pied, et on a remplacé plus d'une centaine de vannes diesel par des vélos cargo. C'est un concept de complémentarité, van, piéton, vélo, c'est ça, sur Paris. Voilà. Pour nous, l'objectif, c'est vraiment la décarbonation. On n'a pas de préférence sur un mode donné. Émission zéro d'ici 2040 avec ces 3 modes sur Paris, c'est ça ? Voilà. Et du coup, c'est quoi ? C'est un travail entre les 3 modes avec les 3 différents acteurs, du coup, alors ? Tout à fait. Donc, on regarde de très près quels modes sont adaptés à quel territoire, et ça nous permet d'identifier lequel pousser. Et c'est pour ça qu'à Paris, on a réussi à avoir cette combinaison du fait de la typologie de la capitale. Et puis, on explore aussi des modèles opérationnels un petit peu innovants et via de nouveaux process. Par exemple, en montant des partenariats assez inattendus, comme celui qu'on a avec la RATP. Alors, j'allais y venir. Allez-y. Oui, du coup, donc, on a commencé à collaborer avec la RATP en 2021 et en 2022. Ils ont lancé un appel à projet pour donner accès à 4 de leurs dépôts de bus à Paris et en banlieue. Donc, nous avons remporté ces appels d'offres.
Et maintenant, nos transporteurs utilisent ces 4 dépôts de bus comme hub de cyclo-logistique. C'est-à-dire que les camions arrivent dans ces entrepôts, parce que le camion reste indispensable malgré tout, Oui. et on est sur après les derniers kilomètres, derniers mètres, c'est ça? Exactement. Donc on a un camion qui va partir de notre agence de livraison en banlieue parisienne avec des colis qui ont déjà été pré-triés en tournée. Il arrive dans le courant de la matinée au dépôt de bus, une fois que les bus sont déjà partis sur la route. Puis il retrouve les vélos cargo qui chargent une première partie des colis. Là, ils sont bien sûr limités par la capacité d'emport, donc ils ne peuvent pas prendre l'intégralité de leur tournée d'un coup. Puis les livreurs vont livrer dans un rayon de 3 à 4 km autour, reviennent en cours de journée pour prendre la deuxième partie de leur colis et finir la tournée. Et donc ça veut dire qu'en fin de journée, il n'y a pas de stockage, il ne reste rien sur ces sites-là et les bus sont en mesure de revenir se stationner. Donc c'est vraiment un dispositif qui est gagnant-gagnant et pour la RATP et pour nous, puisque ça leur permet de mieux utiliser des infrastructures qui étaient sous-utilisées avant. Et puis ça permet à nos transporteurs d'accéder à du foncier qui est rare puisqu'il y a besoin d'accessibilité à la fois pour les poids lourds et pour les vélos. Donc c'est vraiment quelque chose de très vertueux et qu'on encourage toutes les collectivités à regarder de près. Mais est-ce que, on connaît Amazon, vous livrez quand même pas mal de colis, vous faites pas mal de livraisons. Est-ce que sur des grandes villes comme Paris, tout est livrable par vélo cargo sur les derniers mètres? Alors tout dépend de la typologie de ce qui est livré. On ne va pas livrer des frigos dans un vélo cargo, mais en tout cas, il y a quand même un très gros potentiel. D'où, je le rappelle, ces 100 vannes qui ont pu être remplacées par des vélos dans Paris. Vannes électriques. Donc c'est un gros... des anciens vannes diesel. D'accord. Donc on reste encore sur du diesel alors. Ah non, qui sont transformés qui ont été remplacés. Donc les 100 vannes diesel qui ont été remplacées par du vélo. On a aussi des vannes électriques qui restent et on a aussi des piétons. Mais je commande chez Amazon par exemple un matelas. Comment ça se passe? Ça sera livré par une autre typologie de véhicule, probablement pas par un vélo cargo. D'accord. Gérard Tétu, donc vous êtes dirigeant cluster. Alors justement, on parlait des différents types de véhicules. Bonjour Gérard. Donc on va rappeler ce que vous produisez, en tout cas. Je pense que le micro marche. Si c'est bon, Gérard. Donc on parlera également du partenariat avec Renault Trucks dans un instant, avec Julien. Gérard, alors définissez-nous le type de véhicule que vous fabriquez en quelques mots. Alors Cluster, c'est une marque de véhicules vélo cargo différent de ce qu'expliquait tout à l'heure mon confrère de chez VUF, qui est complémentaire. Et on voit à travers la démonstration de ce qu'expliquait la personne d'Amazon, dont j'ai oublié le prénom, désolé. Et donc on vient compléter l'offre de ce qui se fait en colis, transportable sur des vélos cargo, on va dire 1594 si on veut parler de réglementation ou de normes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'offre vélo cargo qui existe depuis peu, puisqu'effectivement, comme Thomas l'a raconté tout à l'heure, il a créé ça il y a moins de 10 ans, et il y avait une grosse demande là-dessus. Donc Cluster est venu faire le poids lourd du cargo, du vélo cargo, tout en dimensionnant sa sécurité, son ergonomie, parce qu'on peut parler effectivement de puissance moteur, mais je crois qu'il y a des véhicules utilitaires qui utilisent des autoroutes et des poids lourds de 450 chevaux. Ça marche très bien, on vient juste limiter sa vitesse, mais on a augmenté sa capacité d'emport. Donc la volonté de Cluster aujourd'hui, c'est de venir compléter ce qui existe dans le vélo cargo, type vélo à assistance électrique, comme l'expliquait Jean-Louis de la Poste, il a complètement raison. Mais par contre, on est obligé de modifier la puissance, pas pour aller plus vite ou taper plus fort, mais pour emporter plus fort et en renforçant ce véhicule de manière à ce qu'il puisse être fiable, durable et aussi rentable. Parce qu'évidemment, on ne sera durable que ce qui sera rentable. Et commencer à aller expliquer qu'on peut être rentable. On parlait de machine à laver ou de frigo tout à l'heure, je suis désolé, mais il n'y a pas un vélo cargo qui sait livrer une machine à laver ou un frigo aujourd'hui. Nous, l'objectif, c'est non seulement d'être en capacité de le livrer, mais d'être en capacité aussi que la personne soit en sécurité dessus, que son environnement soit en sécurité et que la personne n'ait pas de troubles musculo-squelettiques ou pas d'embaucher que des gens qui sortent d'un domaine vélo ou d'un domaine musculation. On est plutôt... moi, mon gabarit, c'est 1,50 m, une femme de 50 kg.
À partir de là, quand cette personne sait le faire, on considère que tout le monde peut le faire. Donc Cluster est venu un petit peu compléter l'offre qu'il y avait sur le marché, est allé dans un premier temps expliquer à 2 ministères qui sont concernés, donc ministère de la Circulation, ministère de l'Intérieur et ministère de l'Environnement, qui est plutôt sur la catégorie des véhicules, au niveau européen, en leur disant est-ce que la norme et la réglementation doivent contraindre l'innovation ou l'innovation doit inciter la norme et la réglementation à évoluer pour donner du travail à tout le monde, pour venir compléter l'offre vélo-cargo d'aujourd'hui et en même temps venir remplacer les véhicules qu'aujourd'hui on sort des villes. Et on ne peut pas quand même aller imaginer sortir des véhicules utilitaires des villes en expliquant qu'on va tout faire en cyclo-logistique sur une norme VAE. Je vais vous donner juste un exemple. Le freinage sur un VAE, c'est 9 mètres la norme. Si vous arrêtez un véhicule qui fait plus de 400 kg en 9 mètres, sur la piste cyclable, vous avez aussi des gamins. Et un vélo à 25 km/h, VAE, avec 9 mètres et 200 kg d'emport, fait beaucoup plus mal sur la norme vélo, fait beaucoup plus mal en cas de choc qu'un véhicule de 500 ou 600 kg à 15 km/h avec une capacité de s'arrêter en moins de 2 mètres. Donc toutes ces choses-là, elles ne sont pas en opposition, elles sont en complément. Complémentarité. C'est vraiment une complémentarité d'offres. Et tout à l'heure, Thomas le disait, il n'y avait rien qui existait il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a une offre qui est large. Après, ce qu'il faut faire au niveau des instances, c'est qu'il faut y aller ensemble. Il faut y aller en équipe de France et pas uniquement en VUF d'un côté, Cluster de l'autre, Jockler et les autres, parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a aussi des gens à Lyon. On est quand même 3 constructeurs de solutions de vélo cargo. Je peux parler de Trips, ils ne sont pas là, mais ils sont sur le salon, vous pouvez les voir. Vous avez également Carriol qui a un produit qui est très sympa en termes de remorque et qui a en capacité de livrer également. Et vous avez Jockler. Donc en France, on a quand même des constructeurs 3 roues, je suis d'accord. En Allemagne, vous avez en 4 ans 30 sociétés qui ont créé des vélos cargo. 3 roues, 4 roues, 2 roues. Il y a une offre qui s'est élargie de manière industrielle sur l'Allemagne avec des vraies évolutions et des inputs au niveau de la réglementation européenne et du lobbying qui est fait pour que ça puisse utiliser les voies cyclables et que la France soit plus l'exception dans l'Europe d'utiliser que des 3 roues ou des 2 roues sur les pistes cyclables, mais de faire évoluer nos infrastructures et la réglementation pour que soient fiables, durables et rentables des solutions de cyclo-logistique pour tous ceux qui adressent la cyclo-logistique, pour adresser les villes, mais pour collecter dans les villes. Vous n'avez pas que des colis à livrer, vous avez aussi des déchets à collecter. Et tout ça doit être en interopérabilité avec des véhicules existants, que ce soit des camions, des utilitaires, que ce soit sur des plateformes ou pas des plateformes, pour massifier, pour toujours être rentable. Quand on dit que le dernier kilomètre, c'est quelque chose qui coûte entre 20 et 30% de la course globale, si on ne fait pas évoluer ça, ce sera toujours vrai et ce ne sera jamais rentable. Et on va continuer à aller consommer de la subvention pour essayer de faire en sorte que la cyclo-logistique soit quelque chose d'existant dans les villes. Et il n'y a pas que des colis en carton léger. Je vous dis, il y a des 150 kilos à prélever dans une collecte d'un restaurateur de biodéchets. Et un cyclo-logisticien ne peut pas durablement, je parle de durablement, collecter tous les jours dans des villes avec des pavés, parce qu'on ne va pas changer nos centres-villes en autoroute, on va les laisser en pavés, c'est quand même plus sympa, avec des produits fiables, pouvoir collecter ces masses-là. Alors justement, on y reviendra dans une partie tout à l'heure. Est-ce que la difficulté, Gérard, n'est pas de la définition, pour mettre en place justement un cadre réglementaire juridique, la définition que vous devez tous savoir, réfléchir du vélo cargo. Quand on regarde votre typologie de véhicules, jusqu'où vous allez aller? Parce que entre le vélo cargo et l'utilitaire à 4 roues, qui existe déjà. Alors jusque où on va aller? Nous, on a dimensionné un châssis qui permet de recevoir des masses, qui permet de prendre des impacts, qui permet d'assurer de la sécurité et de l'ergonomie pour tous les postes de travail qu'on va créer autour. Il faut savoir que le cyclo-logisticien, des fois, passe plus de temps à côté de son vélo que son vélo. Thomas disait tout à l'heure, il peut descendre et remonter 300 fois. Mais il va faire 20 km toute voile dehors dans la journée. Mais il va passer beaucoup plus de temps à côté. Donc si l'important, c'est la capacité à monter, descendre, sans se créer des troubles musculo-squelettiques, sans avoir de problème. Donc c'est surtout ça qu'on a créé. Mais après, ce qui va faire la pertinence des produits, ce qu'on commençait à faire VUF également, c'est d'avoir plusieurs métiers qui viennent se plugger dessus. Ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est de la rendre intermodale avec d'autres véhicules.
c'est plus de bouger des colis, c'est de bouger des contenants avec des colis dedans sans ouvrir la porte pour pouvoir transférer d'un modèle à un autre le contenant et de pouvoir opérer le dernier kilomètre. Là aussi, pour des gains de productivité, pour aussi des capacités pour la personne à pouvoir l'exécuter sans être quelqu'un de dimensionné suffisamment costaud et de rendre accessible à tout le monde la cyclo-logistique. Donc on va juste s'arrêter là. Alors Julien Sonzini, la grande, enfin, c'était une surprise quand même que Renault Trucks s'associe, on va voir le pourquoi et le comment, avec des partenaires comme Gérard, donc Cluster. Alors, on va expliquer un petit. Vous allez expliquer pourquoi vous êtes venu donc au vélo cargo, parce qu'on a vu hier déjà que Renault Trucks avait une démarche, une nouvelle étape vers la logistique urbaine, on va dire. Ça en fait partie, je suppose. Ça vous a permis d'avoir, on peut le dire aujourd'hui, la gamme électrique la plus large, puisque vous allez du vélo cargo au plus de 16 tonnes en électrique. Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la cyclo-logistique s'intègre parfaitement dans la stratégie de décarbonation de Renault Trucks. Vous l'avez évoqué, on propose aujourd'hui la gamme de distribution urbaine, même au-delà de la gamme de distribution urbaine la plus large du marché, qui va de 650 kg de PTAC avec cluster jusqu'à 44 tonnes avec notre tracteur électrique que l'on commence à produire à Bourg-en-Bresse. Donc ça s'inscrit vraiment dans cette logique de décarbonation, exactement comme l'indiquait Joyce aussi. On est dans cette logique d'avoir la quasi-totalité de nos véhicules qui seront sans énergie fossile à horizon 2040. Pour l'utilitaire, ça ira beaucoup plus vite puisque nous serons déjà dès 2035 à 100% de véhicules électriques. Et ça, c'est le cadre réglementaire qui va nous faire avancer en ce sens. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que chez Renault Trucks, on est vraiment dans le transport de marchandises et dans la conception de véhicules hauts intermédiaires, ce qu'on appelle les poids lourds depuis un certain temps, mais on est aussi dans cette démarche de logistique urbaine maintenant depuis plusieurs années, c'est-à-dire devenir un acteur de la logistique urbaine. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire déjà renforcer notre positionnement sur des véhicules plus petits, donc inférieurs à 10 tonnes, inférieurs à 7 tonnes 5, et c'est pour ça qu'on co-distribue depuis maintenant un certain temps le Master, donc le véhicule utilitaire de 3 tonnes 5. On a étoffé notre gamme avec un véhicule plus petit qui est le Renault Trucks Trafic. Donc on est déjà sur des véhicules de plus en plus petits qui nous permettent de rentrer et d'accéder plus facilement dans les zones urbaines, voire dans les centres-villes. Mais ça n'était pas suffisant finalement. Ça rentre dans notre logique de décarbonation. La stratégie de Renault Trucks, c'est tout d'abord de répondre aux besoins des clients qui sont de 3 ordres. Aujourd'hui, nos clients nous disent « aidez-nous à continuer de travailler, aidez-nous à rentrer dans les villes, aidez-nous à adresser les contraintes réglementaires de zones à faible émission ou autres contraintes ». Donc finalement, la première réponse Renault Trucks, c'est de dire déjà nous proposons des véhicules électriques, nous électrifions notre gamme, donc comme je le disais, les véhicules qui opèrent en ville, et nous avons besoin, comme le disait M. Carrasco, maintenant de décongestionner aussi. C'est-à-dire que l'étape 1 d'électrifier nos gammes, c'est bien, ça répond à certaines contraintes. En revanche, un trafic e-tech, un 10 tonnes, un 16 tonnes, un 19 tonnes e-tech, quand il y a un embouteillage, quand il a besoin d'accéder plus rapidement à sa zone de livraison, il est dans l'embouteillage de la même manière. Donc on n'adresse pas le deuxième sujet de nos clients, qui est « aidez-nous à être productifs et efficaces en ville ». Et être productif et efficace en ville, ça passe évidemment par la manœuvrabilité, l'accessibilité, la rapidité d'accéder à la zone de livraison, ou même pour certains de nos clients, et là on parle beaucoup de logistique urbaine, mais même pour nos clients artisans, on a besoin d'opérer en ville, on a besoin d'être efficace en ville. Donc c'est pas que la logistique urbaine et le transport de marchandises, qui est évidemment un segment clé en ville, mais on a aussi tout l'artisanat et tout l'écosystème qui opère déjà en ville. L'écosystème urbain est compliqué, on a des flux entrants, on a des flux sortants, on a des flux au niveau des transports de matériaux, au niveau des chantiers, au niveau des cafés, hôtels, restaurants. On a tout un type de flux, tout un écosystème qui cohabite en ville. Donc là, il faut qu'on trouve maintenant les bonnes complémentarités. Donc une fois qu'on a électrifié nos gammes, on décongestionne avec des véhicules encore plus petits, encore plus manœuvrables. Et j'irai même au-delà, on travaille effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure, sur la rupture de charge et sur l'interopérabilité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est finalement d'avoir une base roulante. Je dis bien une base roulante, on peut appeler ça un poids lourd, un véhicule utilitaire, peu importe, j'ai envie de dire, c'est un outil qui va de 44 tonnes à 650 kg, qui va du giga-entrepôt aéroportuaire jusqu'à la porte du magasin ou la porte du client final si on est en B2C. Donc c'est finalement cette interopérabilité qui nous intéresse, c'est remonter dans la chaîne de valeur, pas forcément l'internaliser,
puisqu'on connaît déjà tous ces acteurs, on connaît les chargeurs, on connaît les donneurs d'ordre, on connaît les transporteurs, on connaît les clients. Donc finalement, on remonte dans l'écosystème, on remonte dans la chaîne de valeur pour se dire, on a besoin de cette interopérabilité pour être efficace, pour être productif, donc on va remonter dans la chaîne de valeur effectivement à réfléchir à quel container urbain et comment on amène ça de A jusqu'à Z. Alors, vous êtes avant tout constructeur de véhicules industriels. Absolument. Comment passe-t-on en termes de production, tout ce qui concerne les lignes de production, cahier des charges, justement de production de véhicules lourds, VI, au cargo, vélo-cargo? Finalement, c'est une question encore une fois, d'usage. Est-ce qu'il y a un modèle économique également? Alors, c'est justement dans cette complémentarité et dans cette interopérabilité qu'on va trouver le modèle économique. Et dans la conception, finalement, du vélo cargo en tant que tel, et c'est ce qui nous a intéressé chez Cluster avec le Frigone, c'est qu'on est sur une typologie de véhicule qui est très proche d'un véhicule utilitaire. Moi, je suis en charge de la gamme utilitaire. Ce qui m'a interpellé quand j'ai vu ce véhicule, c'est finalement il est conçu de la même manière. Il a un châssis solidaire de sa zone de chargement. Il aurait pu sortir des bureaux d'études Renault Trucks. Bon, c'était déjà créé, donc on n'allait pas le réinventer. Par contre, il y avait besoin d'apporter la touche industrielle, d'apporter toute la rationalisation dans la chaîne amont, toute la partie finalement achat, méthode, nomenclature amont, et finalement aider une start-up en partenariat, telle que Cluster, à industrialiser, puisqu'on sait que la difficulté souvent de start-up, c'est vraiment le scale-up industriel, et c'est finalement de dire comment on peut amener notre savoir-faire industriel d'assemblage de véhicules sur la cyclo-logistique, et finalement les méthodes et process sont les mêmes. Et pouvoir vraiment faire développer une ligne de production telle qu'on l'a fait. Les process de production sont les mêmes? Alors on peut évidemment que toute la partie amont, nomenclature, achat, approvisionnement, il n'y a rien de différent avec un véhicule utilitaire ou un camion. Tout à l'heure, je parlais de production. Et sur la production, c'est pareil. On a une ligne d'assemblage où finalement, les différents standards de productivité, de qualité que nous avons dans nos usines, c'est finalement assez similaire à ce qu'on peut proposer sur un vélo cargo. Alors, il y a la production, donc fabrication de vélo cargo, et vous permettez notamment à Cluster, enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, de s'appuyer donc sur votre réseau également, sur Absolument. votre force de vente, parce Absolument. que vous commercialisez également le vélo cargo, oui, c'est ça? Donc c'est un partenariat industriel et commercial, donc tout le réseau de distribution France, donc Renault Trucks France, c'est 310 points de service en France, c'est un garage toutes les 20 minutes, donc évidemment que c'est notre bras armé, et au-delà de la partie vraiment réseau de distribution qui est déjà compétent en véhicules utilitaires, on a aussi la chance d'avoir notre société de service qui est Clovis, qui permet aussi de proposer une offre plus complémentaire, une solution de mobilité finalement. D'accord. Messieurs, je vous remercie. Messieurs, dames, pardon. Je vous remercie en tout cas. Et on va passer donc à la deuxième partie de ces débats. Merci, on peut vous applaudir. Merci. Voilà. Et j'ai demandé à Anne-Lise Gandon, dirigeante de Fresh et Toi, Simon Durocher, dirigeant d'Epilogue, et Paul Roudot, qui est président de la Fédération professionnelle de cyclo-logistique. Merci. Merci de venir nous rejoindre pour continuer d'ailleurs le débat. Et on passera, vous inquiétez pas, aux questions-réponses à la fin. Allez-y. Bonjour. Alors Anne-Lise, je vous laisse vous asseoir. On parlait tout à l'heure de parcours, notamment comment vous avez créé en tout cas vos sociétés. On va présenter Anne-Lise Gandon, votre société donc Fresh et Toi dans un instant, mais votre parcours me semblait intéressant puisque vous n'êtes pas venu par hasard au vélo cargo spécialisé dans le froid, vous allez en parler dans un instant comme ça, puisque vous avez un parcours dans le transport, frigo chez Steph, vous pourrez le préciser, depuis déjà pas mal d'années je crois, donc transport et logistique. Oui, donc bonjour à tous, Anne-Lise Gandon, donc j'ai créé Fresh et Toi il y a 3 ans, et effectivement je suis arrivée sur la solution vélo après une vingtaine d'années dans le transport frigorifique routier. Notamment chez Steph, mais parmi d'autres aussi. Et j'ai fait mes études moi dans le transport et la logistique. J'ai été responsable distribution sur toute la partie Maine-et-Loire, parce qu'il faut savoir que je suis sur Angers. Donc j'ai pu appréhender toutes les problématiques qu'on pouvait rencontrer en camion pour des livraisons de centre-ville, voire même de bourgs dans les petits villages.
Et en fait, il y a quelques années, je me suis dit, il faut trouver une autre solution que d'envoyer des porteurs ou des 3,5 tonnes. Il y a une grosse sinistralité, il y a pas mal de TMS, il y a c'est compliqué d'accéder. On se tape des amendes parce qu'on est mal garé. Voilà, on rencontre des trams, on rencontre des bus. C'est assez compliqué. Et donc, après avoir discuté avec différents acteurs de transport routier, j'ai décidé de monter ma société. Et vu que j'ai fait 20 ans de transport frigo, j'ai dit autant aller là où je suis plutôt à l'aise, où j'ai une expertise. C'était pas le plus simple quand même de commencer par, entre autres, le froid, parce qu'il ne faut pas que du froid en vélo cargo. Alors nous, on fait 95% de notre activité en froid. En froid, ouais. En froid. Il faut savoir que quand moi j'ai voulu lancer l'activité, c'était il y a 4 ans maintenant. Il y a 3 ans et demi, on était confinés chez nous et j'étais partie à lancer mon projet. On n'avait pas le droit de sortir de chez nous, 1 kilomètre maxi. Il a fallu passer pas mal de coups de fil, faire confiance aux gens qui étaient en face, sachant qu'il y avait une offre qui était beaucoup moins large qu'aujourd'hui. Moi, je suis pour trouver mon matériel, parce qu'il fallait trouver le matériel. Pour trouver mon matériel, j'ai commencé par chercher le caisson réfrigéré qui pouvait contenir un maximum en volume. Et puis, une fois que j'ai trouvé le caisson, donc, je me suis rapproché d'une société, donc, notamment VUF Bike, qui m'a fourni le vélo et la remorque pour pouvoir transporter le caisson Cold & Co. Voilà, j'ai démarré comme ça. Alors, qu'est-ce qui est le plus important, en fait, les principaux changements par rapport au transport par camion frigo, notamment? C'était notamment les ruptures de charge. Vous pouvez nous expliquer, en fait, les grandes différences entre vélo cargo, donc distribution, livraison, et tout ce qui est en transport frigo, qui demande plus de plans de travail, d'organisation sur une journée? Alors, ou pas plus, je sais pas. En frigo, on ne peut pas se permettre qu'un colis dépasse du caisson. On est obligé de respecter une chaîne du froid. Et donc, en fait, on est limité par un volume, sachant que tout le matériel pour respecter la chaîne du froid a aussi un certain poids. Donc on vient limiter la charge utile qui reste à la fin pour la marchandise. Et donc il faut prendre en compte aussi bien le volume que la charge utile. On ne peut pas se permettre de se dire j'ai juste un support plat et puis je peux monter sur 2 mètres, je peux dépasser sur les côtés ou autre. Nous, on ne peut pas faire ça. Donc du coup, vous êtes resté dans le froid. On peut parler, alors on en parlait déjà dans une autre conférence juste avant avec Transfrigo Route, la double peine des fois par rapport aux réglementations pour les véhicules frigo. Donc il y a le véhicule qui doit être aux normes CO2 pour les ZFE plus l'équipement froid. Vous pouvez expliquer, je crois que c'est des équipements Lamberet, c'est ça, de froid? Alors en fait... Vous transportez quoi par exemple comme en froid, en type de marchandises? Pour présenter Frais Chez Toi, en fait, on est sous-traitant des principaux transporteurs routiers, grossistes et aussi pour les producteurs locaux. Donc B2B surtout. En B2B principalement. En fait, on fait le dernier kilomètre pour leur compte. Donc, on a un local en périphérie de centre-ville. Ils viennent avec une chambre froide, ils viennent déposer tous les matins leurs marchandises à l'intérieur de la chambre froide. Et nous, on arrive après avec les vélos, on charge et on va livrer en centre-ville. Aujourd'hui, ça m'a assez amusé là, le débat juste avant, parce que je roule aussi bien moi avec du VUF qu'avec du cluster Frigone. Et donc pour moi ils sont complètement complémentaires. Enfin complètement, ouais. Ils sont complémentaires. Il y en a un qui permet de prendre plus de charge et il y en a un qui permet d'aller plus loin. Donc en fait selon ce qu'on fait, on ne va pas utiliser le même matériel. Et alors aujourd'hui oui, il y a une question réglementation. Mais il faut savoir que, moi, le retour que j'en ai, on n'est pas plus dangereux avec un matériel qu'avec un autre. Ça dépend vraiment aussi de la personne qui le conduit. De la conduite, oui, absolument. On en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment un modèle économique? Vous me disiez en fait que oui, ça peut devenir rentable si vous faites du froid, entre autres. C'est ça, hein? Sans froid, ça serait plus difficile? Alors moi, je connais le froid. Ce qu'il faut...
moi, je mets en place, en fait, je vends aussi un service de qualité. Ça veut dire que des obligations que les transporteurs routiers ont, moi, je les connais. Et aujourd'hui, je les ai mises en place aussi chez moi. Ça veut dire que mes salariés passent en formation de bonne pratique hygiène, HACCP. On fait des formations gestes et posture. On fait plein de choses qui sont aujourd'hui obligatoires dans le transport routier. On l'a mis en place chez nous. Tous nos caissons sont munis de sondes pour avoir les températures. Enfin voilà, j'ai mis en place moi toutes mes connaissances que j'avais auparavant dans le transport, ce qui fait que c'est aussi ce que j'arrive à valoriser aujourd'hui auprès de mes clients, et c'est aussi pour ça que ça fonctionne. Donc moi aujourd'hui je suis présente à Angers, je suis présente à Tours depuis 1 an et demi, et je viens d'ouvrir cette semaine sur Nantes. Et aujourd'hui, pourquoi j'ouvre ailleurs? C'est parce que mes clients aujourd'hui m'appellent pour me demander d'aller mettre le service en place ailleurs. Donc je suis en contact avec beaucoup de cyclologisticiens sur la France qui aujourd'hui aimeraient s'attaquer au marché du froid. Mais c'est un marché qui est quand même assez compliqué parce que ça demande beaucoup d'investissement au niveau matériel. On ne fait pas ça... Il y a encore un manque de matériel, vous me disiez, pour le froid justement, pour les vélos cargo. En fait, ça arrive, mais ça se développe. Après, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fabricant de caisses frigorifiques, il ne peut pas se lancer tout seul dans la cyclologistique. Il faut qu'il crée un partenariat avec un fabricant de vélos ou de remorques pour pouvoir transporter la caisse. Donc ça se développe. Il y a des acteurs qui sont bien en avance. Après, on en revient toujours au même. C'est la problématique de charge utile et de volume. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, une livraison, en moyenne, c'est 70 kg la livraison. On peut monter jusqu'à 200 kg sur une livraison. Et c'est vrai que si le matériel ne nous permet pas de grouper les marchandises, la rentabilité, on ne la trouve pas avec une seule livraison de 200 kg. Simon Durocher, donc vous êtes dirigeant d'Epilogue basé sur Lyon, c'est ça? Oui. Expérience de 10 ans dans le transport aussi, chez des concessionnaires, je crois, ou avec des concessionnaires. Chez des commissionnaires. Commissionnaire de transport. Bonjour à tous et tous, donc Simon Durouchet, 35 ans, je suis gérant de la société Epilogue, qui est spécialisée dans la cyclologistique et le dernier kilomètre, la livraison de marchandises pondéreuses, palettisées, et donc en majeure partie pour le compte de transporteurs et commissionnaires aujourd'hui, dans le cadre de la livraison de leur dernier kilomètre en ville. Alors expliquez-nous comment est née l'entreprise, comment vous êtes amené à la créer et ce que vous faites. Alors on va dire que l'idée a émergé en 2010 dans le cadre d'une reconversion, je dirais, à l'issue de 10 ans effectués dans le transport, dont 6 ans chez Schenker en grand compte à Paris. Elle a émergé à mon arrivée sur Lyon après Paris, en observant un petit peu la direction que prenait un petit peu le cadre urbain autour de la livraison à vélo. Et elle s'est précisée ensuite en démarrant une formation de mécanique cycle où j'ai rencontré mon associé aujourd'hui. Et elle s'est confirmée, je dirais, par l'intermédiaire d'un ancien collègue de Schenker qui est accessoirement le directeur de la commission de l'Union TLF au niveau du développement durable, et qui m'a permis donc de rencontrer à l'époque le gérant des Triporteurs de l'Ouest, qui était une marque précurseur, je dirais, dans la livraison de pondéreux sur la côte atlantique, et qui nous a permis donc par le système de licence de marque un peu assimilé franchise de pouvoir avoir ce point d'accélération au démarrage, car ils nous ont donc partagé un business model, des fournisseurs comme Fleximodal, Urbanaro, aujourd'hui qui sont les véhicules qu'on utilise, et voilà, une philosophie et une stratégie un petit peu d'entreprise qu'on a ensuite pris à notre compte et qu'on a donc lancé en octobre 2021 sur Lyon. Et ensuite, on va y venir assez vite, votre rapprochement, on va dire, du monde du transport proprement dit, avec des groupes de transport connus et importants en France. Exactement. Aujourd'hui, nos deux principaux clients sont donc transporteurs, et on est sur un schéma logistique, donc je dirais de dépose à notre espace de logistique urbain, un peu comme le définissait Anis tout à l'heure. L'important de pouvoir avoir ce point de rupture de charge au plus proche des zones de l'achalandise et des clients finaux. Aujourd'hui, 80% de notre activité est en B2B sur de la palette, et nous sommes un opérateur dit mixte,
à savoir que nous n'avons pas que des vélos. Aujourd'hui, on a, pour le compte de nos transporteurs justement, parce que c'est une contrainte particulière, nous utilisons aussi un fourgon au biogaz pour pouvoir justement assurer certaines livraisons sur des secteurs excentrés pour lesquels soit des problématiques de rentabilité ou de topographie ne nous permettent pas. C'était nécessaire d'avoir ce mix pour vous? Il le fallait pour nous, aussi bien que l'argument de l'emplacement de l'ELU, qui en termes d'accessibilité et d'accueil pour des porteurs, donc des poids lourds, pour la livraison des marchandises le matin était indispensable. Aujourd'hui, il est difficile de trop contraindre des clients en termes d'approche commerciale et aussi de démarrage d'activité, en les contraignant, en leur disant, voilà, vraiment, on ne peut prendre que cette typologie de marchandises, on est limité à cela, que ce soit en poids ou en quantité. Et ça nous permet d'avoir cet argument qui reste au maximum proche de la décarbonation, mais qui nous permet de leur dire que notre niveau d'acceptation est un petit peu au-delà et on peut vraiment les aider un peu plus loin que sur les limites que la cyclo peut nous apporter aujourd'hui. Vous vous définissez comme une entreprise de transport, logistique, et comment vous intégrez le vélo cargo dans le modèle économique, votre modèle économique? Alors aujourd'hui, nous, on est une société de transport, on est inscrit à l'Adréal, on a une licence de transport. Je vous disais tout à l'heure, plus de 80% de nos livraisons sont assurées en cyclo sur des ensembles triporteurs remorques qui peuvent représenter en charge de marchandises transportées près de 450 kg maximum. Donc on se considère, oui, comme un acteur à part entière de la cyclo-logistique sur un marché, je dirais un micro-marché, spécialisé vraiment sur le transport de lourd, de manière à pouvoir offrir cette alternative-là aux transporteurs qui sont nos clients. Ce ne sont pas que nos seuls clients, bien sûr. Aujourd'hui, dans le cadre de notre développement, on tâche de pouvoir étoffer un petit peu notre portefeuille, de pouvoir répondre à des besoins locaux, parce qu'on opère vraiment dans le centre de Lyon, donc pour des commerçants ou des petits industriels. Et c'est un peu cette optimisation de flux derrière dans l'organisation de nos tournées que l'on recherche et qui doit nous apporter une rentabilité. Mais en tant qu'entreprise de transport, donc vous avez intégré le vélo cargo. Vous l'intégrez au même titre que les autres types de transports que vous avez, fourgons et... Alors aujourd'hui, la flotte, elle est constituée de 3 ensembles triporteurs remorques, d'un ensemble triporteur remorque et d'un seul fourgon GNV. Donc aujourd'hui, par rapport à la volumétrie qu'on opère, à savoir qu'aujourd'hui on compte en moyenne entre 70 et 80 positions, donc clients à livrer pour le compte de notre transporteur. Nous sommes 4 ETP et aujourd'hui je dirais que 15% sont assurés en fourgon, le reste en cyclo. Donc voilà, la part vraiment de livraison pour ces clients-là et dans le cadre de notre business model est vraiment axé cyclo. Paul Roudot, on va terminer par vous. Vous êtes président donc, de la Fédération professionnelle de cyclo-logistique et aussi, vous allez en parler, dirigeant des Cargonautes donc, à Paris, hein, c'est ça, vous êtes basé à Paris. La fédération est née, je crois, il y a un an. On parle fédération, mais la filière commence à naître, là, à apparaître au fil des mois. Oui, on assiste à une évolution très positive et une dynamique de croissance assez exponentielle de la cyclo-logistique là, depuis 3 ans. Donc peut-être rapidement pour revenir sur le parcours que j'ai eu au sein de cet écosystème. Donc c'est peut-être un peu différent de mon confrère Simon et de ma consoeur Anne-Lise, puisque je viens pas de la filière transport à la base. Moi j'étais coursier auto-entrepreneur pour le compte de plateformes d'intermédiation de livraison de repas bien connues. Et au sein de Cargonautes, on est beaucoup d'autodidactes, voilà, donc on arrive un peu en tant que débroussailleur et on en apprend tous les jours un peu plus sur le transport. Nous, on a monté Cargonautes il y a quasiment 8 ans et maintenant c'est une PME qui compte 40 salariés. Et après, je suis là plutôt en tant que représentant de la fédération, donc je porte la voix d'une filière. Et effectivement, donc si je replace un peu le contexte, quand on a commencé à réfléchir à l'idée de se fédérer, donc c'était il y a 2 ans. Pour info, la fédération vient de fêter son premier anniversaire. On l'avait lancé le 9 novembre 2022. Et on avait commencé à y réfléchir 1 an avant
où donc le contexte c'était donc il y a une filière qui commence à maturer avec des entreprises qui commencent à se structurer, des gros acteurs qui arrivent comme La Poste. On sentait quand même qu'il y avait une certaine incompréhension en fait et peut-être une confusion entre le modèle des plateformes uberisées qui recourent massivement à de l'auto-entrepreneuriat et nous, nos modèles qui sont plus proches des entreprises du transport. Et puis on avait de plus en plus de demandes, donc plutôt au niveau local, de quelles sont nos préconisations en matière d'aménagement, comment on développe cette filière. Et donc voilà, l'envie de se fédérer est partie de là. Donc comment on professionnalise notre filière, comment on fournit un interlocuteur à la fois aux autres partenaires, donc les fédérations de transport et aux partenaires institutionnels. Et voilà. C'est comme ça que c'est parti. Alors pour se professionnaliser, il faut aussi des règles. Le monde du transport les connaissent bien. Est-ce que justement il y a un manque, on voyait tout à l'heure, il n'y a pas d'ambiguïté, enfin il y a des ambiguïtés quand même sur le typologie de véhicules, enfin en tout cas de vélo cargo, et en suivant la réglementation. Est-ce qu'il faut se servir de la réglementation de circulation, et on parlera également des entreprises de transport après, qui existent déjà, les améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? On a plein de chantiers à mener. Effectivement, ce cadre de la réglementation est primordial quand même. Vélo cargo, oui, il est effectivement très important et on est amené à se prononcer à horizon très court terme là-dessus, puisqu'on a une première réunion avec la DGITM en mi-décembre, donc qui est la compétence technique de Bercy en matière de transport. Voilà, donc on a une première réunion mi-décembre pour dire un peu communiquer nos positions sur le sujet de la réglementation, et en fait très rapidement, donc horizon janvier-février, il va y avoir un cadre un peu plus clair qu'il faudra définir. Donc comme ça a été rappelé juste avant, il y a quand même un cadre qui existe, 250 watts pour la motorisation. Là où il y a encore un peu de flou, c'est peut-être sur le gabarit. Quel gabarit est autorisé ? Quid des remorques qui rentrent pour l'instant pas vraiment dans la réglementation vélo cargo. La circulation, voie de circulation. Oui, après en fait les positions qu'on va prendre là-dessus, en fait ça va déterminer le scope de pertinence opérationnelle du vélo cargo. En fait. C'est la définition en fait, c'est ça, du vélo cargo. Oui, nous là l'enjeu c'est de définir le vélo cargo, mais l'avis qu'on rendra là-dessus va avoir des impacts en fait. Va avoir des impacts à la fois sur la filière industrielle, sur comment sont construits les vélos cargo, et sur les schémas d'exploitation possibles pour les entreprises qui font de la logistique. Et cette réglementation arrivera plus de la France ou de l'Europe ? Parce qu'on en parle au niveau de Bruxelles également. Bien sûr, nous l'idée c'est de travailler au maximum avec les instances européennes. Après, voilà, le premier travail va être fait en France. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais pour vous donner quelques billes là-dessus, donc on a sorti en septembre avec les boîtes à vélo, donc une autre association qui fédère en gros tous les usagers professionnels du vélo cargo, au-delà des logisticiens qui font du transport pour compte d'autrui. On a sorti la première étude sur la cyclo-logistique en France, donc 2200 à 2400 ETP. Environ 200 structures spécialisées, et avec la fédération on représente environ 70% des emplois salariés du secteur. En France on est leader dans ce domaine avec l'Allemagne, on est les deux pays les plus avancés en matière de cyclo-logistique, et on estime que cette filière a vocation à se développer massivement. Là on a fait, on peut dire quelque part, la preuve de concept. Maintenant l'enjeu c'est comment on transforme l'essai, comment on passe à la solution systémique massivement intégrée dans les chaînes logistiques. Et je pense qu'on a vraiment de l'or entre les mains, dans le sens où avec la cyclo-logistique on soutient beaucoup d'emplois, 2 fois plus que la moyenne des entreprises françaises, environ 28 équivalents temps plein par million d'euros de chiffre d'affaires. On crée des emplois locaux, non délocalisables. On a une filière industrielle dont la chaîne de valeur est principalement située en France. Et en plus, c'est un levier génial de décarbonation. Donc pour moi, on a tout intérêt à aller à fond là-dessus et à faire de la France un prescripteur en la matière. Et juste dernier point, puisqu'on est sur un salon de professionnels, notamment de cette filière
du véhicule industriel et également du transport routier. L'idée, c'est aussi de retrouver ou rejoindre les règles du transport, des entreprises de transport. Bien sûr. Un de nos enjeux et Qui existe parmi nos déjà. chantiers prioritaires. Il n'y a rien à inventer, c'est ce que je voulais dire. Il y a la capacité de transport donc, qui existe pour les entreprises de transport, qui est obligatoire. Nous, on a la volonté de professionnaliser la filière et justement en bossant peut-être sur une capacité de transport adaptée à la cyclo-logistique, donc peut-être un peu plus légère. Sur la capacité de transport conventionnelle, on est autour de 200 heures de formation. Nous, on pensait à quelque chose plutôt comme 80-100 heures de formation. Mais oui, c'est... Sur l'aspect salarié, etc. Oui, Vous avez déjà des échanges avec les fédérations oui, de transport? oui, de plus en plus, notamment avec l'Union TLF, avec la FNTR, avec l'OTRE. On participe à un comité technique de liaison logistique urbaine, donc, qui a été créé à l'initiative de la DGITM et du ministère des Transports, donc, qui rassemble toutes les fédérations du transport, qui était présidée jusqu'à maintenant par la Confédération des grossistes, et dont la direction va être confiée à la FNTR. Nous, vraiment, le message qu'on veut passer, c'est qu'on va... Union TLF, je crois. Pardon. Pas la même chose. Ok, Union TLF et FNTR. Pardon. Nous, vraiment, le message qu'on veut passer, c'est qu'on ne va pas tout faire en vélo cargo. Parce que voilà, c'est ce qu'on a pu nous dire. Oui, mais comment on va livrer des palettes de 3 tonnes en vélo cargo? C'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on est un nouvel outil dans la chaîne logistique. Il y a un champ de pertinence opérationnel, économique pour le vélo cargo. Et en fonction des évolutions industrielles, des innovations qui vont apparaître sur le marché. Mais voilà, il y a quand même un certain nombre d'études qui parlent de entre 35 et 70% des flux de livraison en ville, en unitaire, hein, pas en tonnage, qui pourraient être effectués par du vélo cargo. Le Shift Project prévoit 110 000 emplois dans la filière à l'horizon 2050. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose à faire, mais effectivement on n'entend pas remplacer des poids lourds et on est complémentaire des autres modes de transport, et je pense qu'il faut aussi avoir une approche la plus territorialisée possible, puisqu'il y a des vélos assez légers qui sont sans doute très pertinents en zone urbaine dense. Je ne sais pas si on prend une métaphore d'un œuf sur le plat, voilà, avec un jaune d'œuf qui est l'hypercentre. Il y a un certain type de véhicule qui est intéressant là-dessus. Sur des zones plus périurbaines, moins denses, c'est d'autres types de véhicules. Et ce qui est intéressant, je trouve, avec la cyclo-logistique, c'est qu'on a un panel très diversifié en fait, de véhicules, quoi. Comme ça a été très bien expliqué auparavant. Alors avant de passer peut-être à quelques questions-réponses, comment? Avec la salle? Non, oui. Je disais juste, à vélo cargo aujourd'hui, enfin avec des remorques, on a les équipements pour transporter des frigos, des canapés, et il y a même des entreprises qui sont spécialisées sur du déménagement en cyclo-logistique. Voilà, c'était juste pour préciser par rapport au débat d'avant. Déménagement logistique à vélo. D'accord. Je voudrais juste, Paul, revenir sur un point, on l'avait évoqué en préparant la conférence, c'est sur le plan vélo 2023-2027 qui a été quand même très mis en avant par le gouvernement, par le ministère des Transports. Est-ce que le vélo cargo est intégré dans ce plan vélo? Bien sûr. Bien sûr, de toute façon, quand on parle de pistes cyclables, on pense aux déplacements personnels, mais on pense aussi à la cyclo-logistique et aux déplacements professionnels à vélo cargo. Et les meilleurs alliés pour développer la cyclo-logistique, de toute façon, c'est d'une part les évolutions réglementaires. Donc, quand on parle de ZTL, de ZFE, évidemment, ça va plutôt dans notre sens. Quand il y a le diesel qui monte en prix, c'est plutôt dans l'intérêt de la cyclo-logistique. Les évolutions de la filière industrielle, les innovations vont permettre de gérer plus de typologies de flux. Et donc, dans le plan vélo du gouvernement, il y avait une partie qui était allouée donc, dans le cadre de programmes C2E, donc des certificats d'économie d'énergie. En gros, c'est le système du pollueur-payeur, donc des entreprises qui émettent beaucoup, en fait, donc, doivent normalement acheter des quotas carbone, mais peuvent aussi financer des programmes qui portent sur des initiatives vertueuses. Et à ce titre, on porte avec les boîtes à vélo un programme qui s'appelle Cyclocargologie, qui a pour objectif sur les 3 prochaines années de démocratiser massivement la cyclo-logistique via 3 leviers. Donc le premier, c'est la sensibilisation.
des acteurs conventionnels du transport pour augmenter le recours global à la cyclo-logistique. Le deuxième volet, c'est la formation. Donc, comment on crée des référentiels de formation reconnus au registre national des certifications professionnelles pour professionnaliser la filière, donc avec 3 niveaux de diplôme, cyclo-logisticien, dispatch, la personne qui organise les tournées, et responsable d'exploitation en entreprise de cyclo-logistique. Et le troisième volet, il est plus technique, c'est comment on rend interopérables les solutions numériques, donc notamment les TMS, puisque c'est toujours un sujet de comment à l'ère du numérique, comment on fait travailler efficacement les systèmes d'information ensemble. Voilà. Et donc ce programme est doté de 7 millions d'euros pour diffuser au niveau national dans ce plan la cyclo-logistique. D'accord. Il y a du travail. Hein. Il y a du travail et on compte sur vous toutes et tous pour nous accompagner là-dedans. Et d'ailleurs, on sera amené à solliciter à la fois les fédérations de transport, mais aussi les entreprises individuelles dans le cadre de ce programme. Et il y aura des rencontres qui seront organisées, peut-être des stages opérationnels croisés entre une entreprise classique du transport et un cyclo-logisticien, pour voir dans quel schéma opérationnel, quel schéma d'exploitation on peut travailler le plus efficacement ensemble. Paul, merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités, donc ici, puis ceux qui étaient dans la première partie? Non? Bon, écoutez... Je ne veux pas dire qu'on a été complet, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Pas de questions. En tout cas, merci beaucoup et bonne continuation. Alors, je ne dirais pas bienvenue dans le monde du transport, parce que vous y êtes depuis quelques années, mais merci beaucoup en tout cas.